Ok, bonjour à tous. Donc, Jacques Morisot, je suis la tête de liste de l'Alliance UDR pour les Français de l'étranger. Aujourd'hui, on est très heureux d'avoir Mika Mered avec nous qui va nous parler de son expérience sur le système d'enseignement finlandais, ce qu'il en a retiré. Donc, Mika Mered est secrétaire général de la chaire d'outre-mer à Sciences Po. Il est professeur à HEC à Lillehammer. Il est surtout analyste et spécialiste des enjeux arctiques et antarctiques et environnementaux et auteur d'un livre qui s'appelle Le Monde polaire, paru aux presses universitaires de France en octobre 2019. Voilà, on n'est pas très nombreux, donc vous pourrez poser les questions que vous souhaitez et converser avec nous et Mika à la fin de notre intervention, mais on va essayer de faire ça de manière assez vivante parce qu'on n'est pas très très nombreux. Voilà, je passe tout de suite la parole à Mika. Ok, ben merci beaucoup Jacques, merci à tous et à toutes d'être là. Alors d'habitude, effectivement, je fais des conférences très descendantes sur mes sujets d'expertise que sont les régions polaires, les sujets autour de l'hydrogène et évidemment maintenant aussi les outre-mer français. Et là aujourd'hui, c'est un format un peu particulier puisque je vais vous parler tout simplement plutôt dans une logique de témoignage sur qu'est-ce que ça m'a apporté d'avoir été expat et en particulier en Finlande dans un système particulier, effectivement, le système éducatif finlandais, qui a permis justement aux écoles dans lesquelles j'enseigne aujourd'hui et depuis plusieurs années de pouvoir tout simplement essayer de prendre le meilleur de la Finlande pour pouvoir tout simplement, non pas révolutionner forcément, mais en tout cas moderniser le système éducatif français. Donc, l'objectif, c'est évidemment qu'on ait un maximum d'échanges, vous l'avez compris, et que je puisse répondre à vos questions si vous en avez, ou que si parmi vous, il y a des profs, tout simplement, quels que soient vos niveaux, euh, et quels que soient vos pays aussi, parce que vous n'êtes peut-être pas tous en Finlande et vous avez peut-être des idées pour essayer de ramener des choses qui sont intéressantes dans vos pays. Si vous n'êtes pas en Finlande parmi les pays nordiques et les États baltes, ça peut être aussi très intéressant pour notre échange. Donc, juste pour préciser un petit point par ailleurs, je suis aussi administrateur maintenant de la Chambre de commerce franco-finlandaise et du coup, je profite de cet élément pour vous signaler le fait qu'effectivement, le premier point qui va être le plus intéressant pour moi sur les dynamiques de l'enseignement en Finlande par rapport à d'autres pays que j'ai pu connaître, c'est évidemment le lien avec les entreprises. C'est-à-dire que, alors je n'ai pas enseigné en primaire, je n'ai pas enseigné au collège ni au lycée, je ne peux vous parler malheureusement que de l'enseignement supérieur. Et ce qui est très intéressant donc en Finlande par rapport à d'autres pays, c'est de fait la porosité, mais là pour le coup c'est une porosité qualitativement intéressante entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. Fondamentalement, alors j'ai enseigné à Rovaniemi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est évidemment la capitale de la Laponie finlandaise, là où le Père Noël est installé. Et en tout cas, pour les Finlandais et puis pour beaucoup d'Européens, hein, évidemment, s'il y en a parmi vous qui est au Danemark, évidemment, les jeunes Danois pensent que le Père Noël est installé au Groenland, mais ça, c'est un détail. En tout cas, pour nous il est à Rovaniemi. Et donc, fondamentalement, à Rovaniemi, ce qui était très intéressant, donc, c'est le fait d'être dans une petite région par la démographie, puisque la Laponie, c'est à peine 80 000 habitants, moins de 100 000 habitants pour faire encore plus simple. Et pour autant, il y a deux universités de classe qu'on pourrait tout à fait qualifier de classe mondiale, alors que pourtant, on pourrait se dire que c'est tellement loin, c'est tellement compliqué d'y aller, d'attirer aussi des talents étrangers, que ce soit au niveau des enseignants ou des étudiants, que fondamentalement, il ne pourrait y avoir que des applications vraiment très locales. Ce n'est pas du tout le cas. Et ce n'est pas du tout le cas parce que donc il y a cette connexion qui est beaucoup plus forte qu'ailleurs et beaucoup plus forte qu'en France aussi, évidemment, sur le partenariat entre les universités et les entreprises. Pour vous donner un ordre d'idée, sur l'écosystème de Rovaniemi, vous avez deux universités, donc pas juste une, hein, mais même deux. Et ça, c'est un cas assez particulier en Arctique. Vous allez retrouver d'un côté l'université qu'on pourrait qualifier de sciences traditionnelles, si je puis dire. Donc, on va retrouver la science politique, on va retrouver le droit, la sociologie, l'économie, etc. Et puis, à côté, vous allez évidemment avoir l'université polytechnique, donc une université qui se veut être plus opérationnelle, plus manuelle, diraient certains. Et fondamentalement, ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point et comment ces deux universités différentes arrivent à tisser des liens donc avec le monde de l'entreprise et aussi avec les décideurs politiques. Dans le cas de l'université qu'on pourrait qualifier de plus traditionnelle,
l'université de Laponie, University of Lapland. Les liens avec les entreprises sont surtout des liens qu'on va qualifier d'intellectuels, c'est-à-dire essayer de faire de l'appui à la prise de décision pour les décideurs économiques comme politiques, alors que de l'autre côté, dans l'autre université, Lapin AMK, je ne sais pas si vous êtes tous familiers, hein, mais c'est l'université des sciences appliquées de Laponie, du coup en français. Et du coup, dans cette université de sciences appliquées, là pour le coup, l'idée va être d'être encore plus en lien avec les entreprises, de manière à pouvoir mener de l'enseignement et de la recherche qu'on va qualifier d'action, ou en tout cas d'actionnable. C'est-à-dire, tout simplement, bâtir des programmes d'enseignement qui permettent de former des étudiants sur place en fonction des différentes thématiques qui répondent directement aux besoins exprimés par les entreprises locales, par l'écosystème local. L'université traditionnelle, elle, va tout simplement, dans une logique académique et intellectuelle, bâtir ses propres programmes, on pourrait dire, seule. Puis ensuite, va essayer de convaincre le ministère de l'Éducation, va essayer de convaincre des partenaires de les suivre. Dans le cadre de l'Université des sciences appliquées, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous allez retrouver beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprise, vous allez retrouver la Chambre de commerce de Laponie, entre autres choses, qui vont être au board de cette Université des sciences appliquées. Et en étant au board, ils vont pouvoir permettre d'orienter tout simplement les choix éducatifs en termes de programmes opérationnels, en termes de programmes extrascolaires, en termes évidemment de coopération internationale aussi, pour pouvoir faire en sorte que l'Université des sciences appliquées réponde aux besoins de l'écosystème et non essaye de proposer des services à l'écosystème. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve finalement peu chez nous en France et qui peut être une très, très bonne chose à porter. Essayer de démontrer la pertinence de ce système qu'on pourrait qualifier de mixte ou dual, avec d'un côté l'université classique et de l'autre côté cette université qui finalement répond aux besoins des entreprises et des écosystèmes locaux. Ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être porter un peu plus avec la Chambre de commerce franco-finlandaise, parce que fondamentalement ici, il y a une bonne pratique là institutionnelle, à essayer donc d'adapter au système français. Encore une fois, je ne dis pas que toutes les écoles françaises, toutes les universités sont déconnectées de leurs écosystèmes locaux, hein, je n'ai pas du tout dit ça. Mais fondamentalement, ce qu'on va retrouver, c'est qu'en fonction des différentes régions françaises, ces écosystèmes vont être vont être plus ou moins poreux entre les écoles locales et les entreprises. Et puis surtout, là où on va retrouver beaucoup de porosité positive entre des écoles et les entreprises, ce sont plutôt sur des écoles privées, finalement, que sur les écoles publiques, donc sur les universités d'État. Et là, pour le coup, il ne faut pas se dire que les écoles privées, c'est forcément le mal et qu'elles ne sont là que pour faire de l'argent, elles ne sont là que pour le profit. C'est un peu l'image qu'elles ont aujourd'hui en France, et je vous parlerai peut-être un peu plus tard de l'ILERI, une des écoles dans lesquelles j'ai enseigné, dans lesquelles j'ai essayé d'amener des systèmes intéressants venant de Finlande, mais qui a été pas forcément toujours bien vu parce que c'était une école privée. Fondamentalement, dans les territoires, si on va, je ne sais pas, par exemple à Biarritz, si on va à Montpellier, si on va à Strasbourg, on va retrouver des écoles privées localement qui vont être très bien intégrées à leur tissu économique, mais qui vont souffrir en termes académiques, en termes intellectuels, là pour le coup, d'une forme de, comment pourrait-on dire ça simplement, une forme de dédain, de mépris, ou à minima un manque de volonté de collaboration de la part de chercheurs ou de la part de laboratoires issus de l'université classique publique. Donc là, pour le coup, se pose la question à travers cet élément-là, et en Finlande, et à Rovaniemi en particulier, mais c'est le cas aussi par exemple à Turku, c'est le cas évidemment aussi dans l'écosystème d'Helsinki ou à Oulu, on va retrouver donc cette question fondamentale aujourd'hui par rapport à l'enseignement supérieur français, qui est: comment peut-on réconcilier d'une part le secteur privé et le secteur public au niveau de l'enseignement supérieur même, et puis ensuite, comment peut-on réconcilier les laboratoires et les chercheurs du côté public avec les écosystèmes locaux d'entreprises, les chambres de commerce, j'en passe et des meilleurs. Donc ça, c'est le premier pôle de questionnement que je souhaite vous soumettre. Le deuxième pôle de questionnement que je souhaite vous soumettre, là je vais aller un peu plus dans le détail de la pédagogie elle-même, c'est la question de l'utilisation positive, encore une fois, valorisée, de l'hybride et du numérique.
Alors évidemment, depuis 2020, tout le monde utilise Zoom, Teams, Big Blue Button, tout ce que vous voulez, Skype. C'est quelque chose qui est maintenant de plus en plus répandu dans le monde de l'éducation, là où avant, c'était réservé au monde de l'entreprise et encore à certaines entreprises véritablement internationalisées qui avaient cette nécessité de pouvoir connecter des écosystèmes au sein de ces entreprises relativement distendues. Depuis donc 1 an et demi, dans le milieu de l'éducation en France, vous avez donc toute cette démarche d'adaptation au numérique qui ne se passe pas forcément de la meilleure des façons. Vous l'avez peut-être vu avec les nombreuses polémiques qu'il y a eu sur le système Pronote, sur l'environnement économique l'environnement numérique de travail, sur le CNED, bien sûr aussi. Bref, toutes ces choses-là ont été évidemment au cœur des débats en France sur la question du coronavirus. Et puis, le fait d'être mal préparé ou de l'avoir peut-être pas assez anticipé, cette numérisation des échanges scolaires, aussi bien entre les élèves eux-mêmes qu'entre les enseignants et les élèves, a fait qu'effectivement, la France a été peut-être moins bien armée que la Finlande, la Norvège, l'Islande ou encore d'autres pays nordiques. L'Estonie est un très bon exemple aussi en matière tout simplement de numérisation des enseignements scolaires à tous les niveaux pour justement répondre à la pandémie que nous vivons. Donc là-dessus, il y a une école où on n'a pas eu ce problème. Pour le coup, c'est l'ILERI. Alors l'ILERI, c'est une école en France qui est peu connue. Elle n'est connue que dans le milieu des relations internationales et de la défense, et c'est normal parce que c'est une école privée qui est spécialisée dans ce monde de la défense et dans les questions donc de renseignement, de gestion de crise, de relations internationales, etc. Et pourquoi donc l'ILERI a mieux survécu que les autres, si je peux me permettre l'expression? Tout simplement parce que, sans me jeter des fleurs, pour le coup, j'ai réussi avec la direction de l'ILERI entre 2017 et 2020, et notamment l'ancienne directrice Claire Bourgeois qui nous regarde peut-être ou regardera peut-être cette vidéo plus tard, je ne sais pas, et qui est une grande expatriée elle-même dans de nombreux pays. Fondamentalement, ce qu'on a réussi à faire, c'est amener justement les systèmes hybrides et numériques qui étaient déjà en place en Finlande en 2016, 2017, 2018, dans l'école ILERI, donc en France. Pourquoi on a fait ça? Pour une raison assez simple. On a créé en 2017 un programme à l'ILERI qui était donc un nouveau master, pour la faire simple encore une fois, dédié aux Outre-mer français. Alors les Outre-mer, vous allez me dire quel rapport avec les expats? Tout simplement, encore une fois, la question de la distance, tout simplement. C'est-à-dire que fondamentalement aujourd'hui, si vous êtes ultramarin, un jeune ultramarin entre 18 et 20 ans, si vous voulez avoir une éducation au sens enseignement supérieur qui soit véritablement internationale, qui soit véritablement de qualité, etc., vous avez deux choix. Soit vous pouvez rester sur votre territoire dans les territoires qui possèdent une université, comme la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique ou encore la Réunion, ou la Polynésie ou Nouvelle-Calédonie. Mais si vous venez d'un territoire où il n'y a pas d'université, comme Saint-Pierre-et-Miquelon, comme Mayotte par exemple, comme Wallis-et-Futuna, ou si vous venez dans des territoires comme la Polynésie, admettons d'îles ou d'archipels qui ne sont pas les îles principales dans lesquelles il y a l'université, donc en l'occurrence pour la Polynésie, Tahiti, si vous êtes à Moorea, si vous êtes ailleurs dans les Tuamotu ou dans les Marquises ou que sais-je, de fait, il n'y a pas d'université non plus. Et puis, dernier point, de la même manière, si vous voulez essayer d'avoir un diplôme d'une université parisienne ou d'une université hexagonale, là, il n'y a pas 15 milliards de choix. Vous faites votre subvention au conseil régional, vous prenez votre avion, vous vous déracinez et puis vous vous rendez évidemment dans l'Hexagone pour suivre cet enseignement. Et puis ensuite, le véritable problème, c'est que vous ne rentrez pas forcément. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vos opportunités, votre vie, que vous construisez tout simplement, votre famille, votre carrière dans l'Hexagone, beaucoup de jeunes ne rentrent pas chez eux. Bon. Toutes ces dynamiques liées à enseignement, emploi, début de la vie, et cette notion de distance entre les territoires d'origine et évidemment l'Hexagone, on les retrouve aussi chez les expats.
On les retrouve chez les expats de deux manières. Évidemment, par rapport aux enfants d'expatriés, évidemment, notamment ceux qui ont grandi principalement à l'étranger. Et puis, on va les retrouver tout simplement chez les primo-expats ou ceux qui bougent beaucoup et qui changent de pays, qui changent d'écosystème relativement souvent et qui peinent malheureusement à donner à leurs enfants la possibilité d'avoir une trajectoire d'enseignement qui soit relativement solide et stable. Alors, donc le vrai sujet qu'on a essayé de mettre en place en lien donc avec cette dynamique liée aux expats, cette dynamique liée aux outre-mer et en prenant donc des bonnes solutions venant de Finlande, eh bien tout simplement, c'est qu'on a amené à l'ILERI dès 2017 un système d'enseignement hybride que j'avais eu la chance de découvrir par mes activités d'enseignement à l'Université des sciences appliquées de Laponie à Rovaniemi. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que quand l'université à Rovaniemi m'a proposé de venir faire cours à leurs étudiants sur l'Arctique, ils se retrouvaient dans une situation un petit peu baroque. À l'époque, c'était 2016. Une situation baroque où il y avait des étudiants qui étaient sur place, évidemment, à Rovaniemi, et puis ils avaient d'autres étudiants, parce qu'ils lançaient à ce moment-là, c'était très précurseur évidemment, des programmes 100% en ligne, des diplômes de master 100% en ligne, évidemment, bizarrerie, ou plutôt je devrais dire avant-gardisme finlandais. Et l'idée, c'est tout simplement qu'ils avaient, du coup, grâce à ça, des étudiants qui étaient répartis partout dans le monde. On en avait depuis Vancouver, donc sur la partie ouest du Canada, jusqu'en Chine. Donc, se poser des questions opérationnelles hyper basiques en réalité. C'est comment on fait pour créer un sentiment d'appartenance de groupe pour tous ces étudiants qui sont éparpillés dans le monde entier. Comment fait-on pour faire en sorte que ces étudiants puissent s'apporter mutuellement ce qu'il y a de bénéfique, chacun dans leur culture, chacun dans leurs expériences, chacun dans leurs approches, dans leur éducation aussi antérieure. Donc là, faire dialoguer les Chinois avec les Lapons finlandais, avec les Norvégiens, avec les Islandais, avec des Français et autres. Jusqu'au Canada, ça c'était un deuxième challenge. Un troisième challenge, c'était tout simplement choisir à quelle heure on met les cours. Parce qu'à partir du moment où on a des fuseaux horaires aussi étendus, à quelle heure on met les cours? Est-ce qu'on ne crée pas aussi des déséquilibres en mettant un cours à telle heure plutôt que telle heure? Est-ce que, par exemple, faire un cours entre 13h et 15h, heure de Finlande, si ça fait du 6h du matin pour les Nord-Américains, est-ce que ça ne va pas désavantager ces étudiants-là par rapport à ceux qui sont sur le continent asiatique et qui, pour eux, vont suivre ces cours en présentiel, en distanciel évidemment, mais en direct dans la fin d'après-midi ou début de soirée? Toutes ces questions-là, j'ai même pas eu à y réfléchir parce que les Finlandais y avaient réfléchi avant que j'arrive. C'est-à-dire que là encore, dans cette démarche très avant-gardiste de faire ces diplômes en ligne et de les ouvrir à l'échelle du monde entier, sans que ce soit des MOOC, hein, je ne vous parle pas ici de MOOC, on n'est pas sur des cours qui sont préenregistrés, les étudiants ne regardent que des trucs préenregistrés. Hein. Ici, on parle de cours en direct. Il faut que ça se passe en direct. Et moi, je suis dans la salle, à Rovaniemi, j'ai une quinzaine de Finlandais devant moi, j'ai aussi tous les autres qui sont partout dans le monde. Comment les faire interagir avec les Finlandais dans la salle, ça c'était aussi un autre challenge. Bref, donc ça, les Finlandais, ils avaient réfléchi pour moi, ils avaient bâti toute une infrastructure numérique, toute une infrastructure aussi administrative et évidemment des bonnes pratiques éducatives pour faire en sorte que ça marche. Et en gros, c'est tout ça qu'on a essayé de ramener à l'ILERI en 2017 pour ce programme sur les Outre-mer, parce que fondamentalement, c'est la même chose. C'est exactement le même, c'est pas les mêmes dynamiques, c'est pas le même cas précisément parlant, mais fondamentalement, c'est sur tous les aspects opérationnels et de l'enseignement en tant que tel, on retrouvait exactement les mêmes sujets, les mêmes problèmes. Donc fondamentalement là-dessus, ce que ça m'a donné comme conviction, c'était qu'il y avait forcément en Finlande, maintenant en Estonie aussi, on le voit de plus en plus, des pratiques comme celle-là. Là, en l'occurrence, c'était de l'enseignement numérique hybride, mais donc trouver d'autres pratiques sur l'enseignement, sur d'autres domaines qu'on peut apporter en France, qu'on peut porter, qu'on peut adapter. Et ça, fondamentalement, c'est quelque chose, j'imagine, qui devrait être au cœur des futurs élus, qu'ils soient consulaires ou sénatoriaux ou députés, des Français de l'étranger, parce qu'au-delà de gérer la question de la relation de l'expat
à la France hexagonale, le véritable sujet, c'est aussi d'être capable de pouvoir faire des expats, tout simplement des vigies, des gens qui vont trouver dans leur territoire des bonnes solutions à apporter chez nous. Donc ça, c'était le deuxième grand pôle de questionnement que je voulais vous soumettre. Et le troisième grand pôle de questionnement que je souhaite vous soumettre, et puis ensuite je vous redonne la parole, Jacques, Marie-Zoé, Marie-Noël et toutes et tous, c'est tout simplement essayer de voir aujourd'hui, avec ce qui a été développé en termes de capacité numérique, en termes de connaissance des fonctionnements, donc de dynamiques hybrides entre numérique et physique, etc., etc., comment connecter effectivement le monde de l'entreprise, encore une fois, l'emploi tout simplement, à ces jeunes. Parce que si je reviens du coup à ce que l'Université des sciences appliquées de Laponie avait fait en 2016 pour ses cours et ses programmes autour de l'Arctique, là où on a eu une vraie difficulté opérationnelle, ce n'est pas, du coup, comme vous l'avez compris, de réaliser les cours en direct, ce n'était pas de provoquer l'engagement des étudiants entre eux et avec nous dans le corps enseignant. Le véritable sujet qui a été difficile, ça a été donc de les connecter aux écosystèmes d'entreprise. Pour les étudiants en Laponie, à Rovaniemi, il n'y avait aucun problème. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Aucun sujet. Par contre, pour les étudiants chinois, coréens, canadiens, français ou autres, parce qu'il y avait des Français aussi, qui suivaient ces cours-là et qui voulaient s'engager sur des questions arctiques, qui voulaient en faire au moins un stage, le début de leur carrière, un volontariat international ou que sais-je. Là où on a eu une vraie difficulté, c'était pour justement donc connecter ces étudiants-là dans leurs écosystèmes avec le nôtre. Si je reformule pour que ce soit bien clair et que mon discours puisse bien passer, la véritable difficulté ici, ça a été finalement de parler de ces projets et de ces façons de faire des nouveaux enseignements aux chambres de commerce et d'industrie bilatérales ou aux conseillers du commerce extérieur et compagnie, parce que fondamentalement, à l'époque, c'était trop tôt. Les gens ne voyaient pas, nos interlocuteurs ne voyaient pas forcément l'importance de ces nouvelles méthodes, éducatives, de l'hybride. Déjà, juste leur expliquer qu'on avait des étudiants devant nous et des étudiants en ligne, c'était très compliqué à faire passer comme message. Et aujourd'hui, on pourrait se dire que depuis 1 an et demi, les choses sont plus simples. Et en fait, je m'aperçois que pas tant que ça. Aujourd'hui, ça reste quand même compliqué d'essayer de connecter des écosystèmes d'entreprises locaux qui ont un écosystème éducatif direct, proche, immédiat, où les gens se connaissent de plus en plus, où il y a des relations de plus en plus étroites, avec des écosystèmes beaucoup plus lointains. Et fondamentalement, tant qu'on ne fait pas un double diplôme bien ancré entre 2 universités ou un programme à 3 universités qui est bien ancré et bien limpide, les chambres de commerce n'arrivent pas à voir comment elles arrivent à se positionner sur des programmes hybrides. Et plus, ça on l'a vu depuis 1 an et demi, plus les jeunes entre 18 et 25 ans, mais c'est vrai aussi pour des jeunes actifs ou voire des profils plus seniors, plus ce genre de profil-là se tourne vers des cours en ligne, que ce soit des MOOC, que ce soit des cours en direct, que ce soit maintenant des diplômes intégralement en ligne, parce que maintenant ça existe depuis quelques mois, moins les… Non, je reformule, pardonnez-moi. Plus les jeunes et les moins jeunes vont vers ce genre de profil, et plus les entreprises finalement ont du mal, dans ce qu'on comprend des retours des écosystèmes locaux, à véritablement comprendre quelle est la valeur ajoutée de ce genre de diplôme. C'est-à-dire qu'on retrouve encore beaucoup de RH ou beaucoup de directeurs de services qui disent « Ah bah oui, mais un diplôme en ligne, ça ne vaut pas un diplôme en présentiel ». Et là, pour le coup, on a un véritable sujet. Parce que si ça marche en Finlande, si ça marche en Estonie, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous. Et là-dessus, maintenant que je n'enseigne plus en Finlande depuis quelques années, le troisième pôle de questionnement que je voudrais vous soumettre, c'est moi finalement qui vais vous poser la question tous les uns et les autres. Et j'imagine que ceux qui sont sur la liste ASFE ont déjà peut-être une idée plus claire. C'est comment fait-on? Comment pourrait-on faire pour essayer concrètement de donner plus de valeur à ces diplômes en ligne qui ont émergé sur des territoires comme la Finlande, la Norvège ou encore l'Estonie, dans les écosystèmes français,
où le numérique, malgré tout ce qui se passe depuis 1 an et demi, reste vu comme un sous-diplôme par rapport à des diplômes en présentiel, alors qu'en réalité, on voit que les taux d'engagement sur les diplômes en ligne sont en réalité plus importants que sur certains diplômes en présentiel. Voilà. J'ai déjà beaucoup trop parlé. Donc, du coup, sur ces 25 minutes de propos liminaires, je vous propose donc de mener la discussion autour de ces 3 grands pôles et puis évidemment de répondre à toutes vos questions sur d'autres aspects, comme par exemple les liens avec les lycées français à l'étranger ou avec l'Institut français ou autre, l'AEFE, qui peuvent vous intéresser éventuellement aussi. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté et puis merci du coup de la discussion qui s'annonce. Ok, je reprends la même minute. Merci beaucoup, Mika, pour votre intervention. Je voudrais souligner qu'à l'Alliance Sudaire des Français étrangers pour la liste de Finlande, l'éducation est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Nous souhaitons donner tout au long de notre mandat une information éclairée sur l'éducation finlandaise, les points de comparaison avec l'éducation française. Donc, dans ce cadre-là, l'intervention de Mika était pour nous extrêmement intéressante. Donc là, on va laisser les spectateurs poser leurs questions. Je peux peut-être lancer par une première question de sujet. Vous avez en creux émis une forme de critique vis-à-vis du système français avec le lien qu'il y a entre certaines pôles de l'enseignement supérieur et le secteur privé, en comparaison avec la Finlande, dont le lien avec le secteur privé est très pragmatique et plus proche. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en France, on souffre encore un peu de filières ségrégées qui suivent chacun une sorte de cursus? D'un côté, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, de l'autre, Sciences Po, l'ENA, où vous enseignez, et de l'autre, le pôle universitaire, et qui a un manque d'interaction. Et peut-être que ce défaut n'existe pas en Finlande, qu'il y a plus de passage entre les différentes filières dans l'enseignement supérieur. Oui, oui, clairement, il y a une question d'image. Et pour le coup, je le vis au jour le jour, puisque moi, j'ai la chance ou la malchance de ne pas avoir fait de thèse. Je viens du monde privé. J'ai été consultant de nombreuses années. Et fondamentalement, c'est justement l'Université des sciences appliquées de Laponie qui m'avait donné ma première expérience d'enseignement en me disant, voilà, tu as été consultant pendant de nombreuses années. Le sujet du business en Arctique, puisque c'était ça que j'enseignais à ce moment-là, comment faire un business plus soutenable. C'était l'objet de mon cours à l'époque à Rovaniemi. Est-ce que tu ne peux pas venir l'enseigner sur une base privée? En disant, voilà, on assume le fait que tu n'es pas un chercheur en tant que tel, que tu n'as pas fait le cursus classique de, voilà, tu fais le master de recherche, puis le doctorat, puis un postdoc éventuel, puis tu rentres dans un laboratoire. Non, on assume ce fait-là et on peut l'assumer parce qu'on est justement une université des sciences appliquées. Euh, Typiquement, je n'ai jamais enseigné à l'université de Laponie. Parce que pour enseigner à l'université de Laponie, il faut avoir fait un parcours recherche. Par contre, à l'université des sciences appliquées de Laponie, avec toutes ces porosités positives avec l'écosystème entreprise locale, justement, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas juste des chercheurs qui savent chercher d'un point de vue théorique ou d'un point de vue appliqué, mais qui n'ont jamais finalement travaillé dans le monde de l'entreprise. Ils cherchent justement à créer ces porosités-là positives dans le corps enseignant lui-même. En France, dans les écoles privées, j'ai pu enseigner à Neoma, j'ai pu enseigner évidemment donc, à l'ILERI et dans quelques autres écoles privées, il y a cette démarche-là. Cette démarche-là, elle n'est pas aussi vertueuse forcément que ce que je peux vous décrire par rapport à la Finlande. En Finlande, il y a clairement cette logique de les différences de professeurs vont pouvoir, de background et d'approche des professeurs vont permettre de donner des cursus de plus en plus riches. Sur les écoles privées françaises, pour le coup, on va se tourner plus vers des gens issus du secteur privé plutôt que des chercheurs CNRS et de laboratoires publics, tout simplement parce que les chercheurs de laboratoires publics n'ont pas forcément intérêt, à titre financier, à titre statutaire ou à divers titres, je passe les détails ici, de s'acoquiner entre guillemets avec des écoles privées. Ça peut être mal vu. Ça peut être mal vu, ça peut évidemment aussi d'un point de vue administratif être incompatible avec des engagements de contrats type CNRS, etc. Donc fondamentalement, il y a
il y a une réalité dans l'école privée française qui fait que finalement, il y a beaucoup d'écoles qui vont aller chercher des gens du secteur privé à défaut de pouvoir trouver des chercheurs du public et de l'université qui sont prêts à y participer. Ça, c'est la première différence que je poserais entre les deux. La deuxième différence que je poserais entre les deux, c'est évidemment donc le fait que n'ayant pas fait une thèse et le parcours recherche classique, de fait, je me retrouve aussi, à titre personnel, dans une situation où je ne vais pas dire que je vais être ostracisé, ce serait beaucoup trop exagéré, mais effectivement, un certain nombre de chercheurs, même dans mon domaine d'expertise, même ceux qui peuvent citer mes travaux ou utiliser les données que j'agrège, etc., vont avoir une démarche de retrait, tout simplement parce que je ne suis pas CNRS et je ne suis pas thésard. Donc ça, c'est une réalité aussi qui confine là non plus à des dynamiques purement statutaires ou administratives que j'évoquais tout à l'heure, mais qui confine effectivement à une question d'image. Et ça, ce qui se pose derrière, c'est la question de la place de l'autodidacte pour ceux qui sont autodidactes, et se pose la place évidemment de la question des chercheurs privés, ceux qui ont été analystes de marché, ceux qui ont été consultants, ceux qui ont été évidemment à des postes de direction dans le secteur privé, qui savent faire de la recherche, mais qui ne l'ont jamais ni apprise, ni forcément appliquée dans tout simplement le cadre CNRS ou public classique. Et là, pour le coup, on a une vraie division. Évidemment, tous les chercheurs ne réagissent pas comme ça, et ce n'est pas forcément une majorité, mais il y a une vraie division quand même qui subsiste entre ces chercheurs publics et ces chercheurs privés qui, en fait, ne sont pas considérés comme de véritables chercheurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à titre personnel, je ne me décris jamais comme chercheur, justement. Je me décris toujours comme analyste, histoire de conserver une forme de respect vis-à-vis de tous ces gens qui, eux, ont fait le parcours de recherche, et aussi pour montrer qu'on peut être différent et finalement, à la fin du jeu, faire le même métier ou à peu près le même métier. Et le dernier point, c'est une forme de méconnaissance et surtout d'idées reçues qu'on va peu retrouver là encore en Finlande, en Norvège ou par exemple en Estonie. L'idée reçue à laquelle je fais référence, c'est tout simplement l'idée qu'un chercheur qui vient du monde privé, qui a eu des intérêts parce qu'il a travaillé pour telle boîte ou telle agence ou tel cabinet de conseil, ne peut pas être complètement neutre et a forcément des conflits d'intérêts qui subsistent d'une manière ou d'une autre. Cette idée reçue, pour le coup, elle est très répandue dans le milieu de la recherche publique. Et il y a des écoles comme Sciences Po, justement, qui arrivent petit à petit à démontrer, ou les écoles de commerce aussi, c'est vrai pour HEC, c'est vrai pour l'ESSEC et bien d'autres, qui arrivent à démontrer qu'il n'y a pas véritablement de raison de maintenir cette idée reçue. Pour une raison assez simple, c'est qu'à Sciences Po, la plupart des enseignants à Sciences Po sont évidemment issus du monde privé, et que ce n'est pas parce qu'ils viennent du monde privé qu'ils sont forcément à la botte ou au service de tel ou tel intérêt. Et pour le coup, là, il y a encore une fois des liens à tisser entre ces bonnes pratiques à l'étranger et des écoles relativement avant-gardistes en France, comme certaines écoles de commerce ou des Sciences Po, sur ce volet-là. Ok, merci Mika. Comme on n'est pas très nombreux, on peut peut-être ouvrir les micros de nos spectateurs. Je pense que ce sera plus vivant. Il y a des questions qui sont sur le chat, mais peut-être est-ce que je peux me permettre une petite intervention juste avant qu'on entame les questions du public? Est-ce que par rapport à l'expérience que l'on a, moi j'ai des garçons dans le système finlandais, est-ce qu'il n'y a pas aussi, plus qu'une idée reçue, une formation quasiment très très différente des professeurs, notamment pour tout ce qui est enseignement primaire, secondaire, avant l'enseignement supérieur? Les professeurs n'ont pas du tout le même cursus et n'ont pas du tout le même statut aussi. Et je pense que ça a beaucoup eu à faire avec ces accords qui ont pu naître entre les entreprises et les universités, et faire un pont qui soit plus cohérent, si tu veux. Est-ce que tu me rejoins sur ce point, Mika?
Ah oui, oui, je te rejoins complètement. Et moi, ce qui m'avait frappé justement à Rovaniemi, donc là, je sors un peu forcément du champ de l'enseignement supérieur, c'était de voir à quel point il y avait aussi une porosité positive entre, entre le système, entre les lycées et les entreprises. Ça commençait dès là, avec des stages en immersion, avec des petits jobs d'été pour justement permettre à ces jeunes de petit à petit s'insérer dans ce monde de l'université, dans ce monde du travail, pardon. Des stages d'observation qui sont très intéressants évidemment aussi. Et nous, en France, on en a en troisième pendant une semaine et puis c'est tout. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'était effectivement que les professeurs eux-mêmes sont incités à faire des stages d'observation. Et là, encore une fois, ça permet à des professeurs qui, par exemple, et encore une fois, je ne peux pas parler du monde du secteur primaire ou même du collège. Hein. Là, pour le coup, je suis bien incompétent sur le sujet. Ce qui était très intéressant, c'est de voir à quel point des entreprises, des chambres de commerce cherchent à faire venir justement les professeurs en immersion pendant quelques temps sur des programmes d'une semaine, sur des programmes de 3 jours, pour que justement ces idées reçues ne se développent pas et que les professeurs puissent avoir encore une meilleure idée des métiers pour lesquels, au quotidien et de manière opérationnelle, ils préparent les élèves qui arrivent. Et pourquoi je vous parle de ça au niveau du lycée? Parce que tout simplement, au-delà de l'Université des sciences appliquées de Laponie, il y avait aussi donc des écosystèmes lycéens qui étaient proches de l'Université des sciences appliquées, tout simplement parce que là aussi, il y avait donc des professeurs qui enseignaient à la fois au lycée et à l'Université des sciences appliquées. On allait retrouver des étudiants de l'Université des sciences appliquées qui faisaient une forme de mentorat, d'orientation vis-à-vis des lycéens, des associations locales d'étudiants qui cherchent justement là aussi à créer des liens avec les lycéens, tout simplement pour faciliter leur recherche de job d'été ou leur recherche de stage d'observation. Donc, tout ça dépasse finalement le cadre de la simple formation des professeurs. Et là-dessus, il y a certainement donc plein d'idées à essayer donc d'adapter au système français. Merci Mika. Effectivement, je vois que nous sommes tous très intéressés par ce que tu dis et il y a à peu près 1 bon million de questions qui ont été posées, donc je pense qu'il faut ouvrir effectivement le micro. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole pour poser une question à Mika? Ou est-ce que je lis les questions? N'hésitez pas vous aussi, les candidats, à interagir, hein, vous savez. Vous pouvez vous jeter dans l'arène. J'espère ne Alors, vous bon, pas vous avoir je fait vois trop une question. peur. Ok, sinon je vois une question. Vous pouvez lever la main et poser une question et prendre la parole si vous le souhaitez. Faites-le nous savoir, on vous donnera le micro immédiatement. En attendant, je vois une question sur le chat. Alors, je vais prendre la question de Nathalie sur le chat, Voilà. qui est une question qui est tout à fait en lien avec ce que j'ai raconté tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une période d'adaptation pour les enfants avec ce système hybride de cours? Alors, la réponse est non. En tout cas, au niveau de l'enseignement supérieur à l'Université des sciences appliquées de Laponie, la réponse est non. La réponse est non parce que tout simplement, le système hybride, on dira ce qu'on voudra, mais nos amis, les jeunes étudiants entre 18 et 20 ans le maîtrisent certainement mieux que beaucoup de mes collègues et peut-être même que moi-même. Fondamentalement, ils sont plus innovants. Ils sont plus innovants, ils sont tout simplement des digital natives, histoire de reprendre des concepts dont on entend souvent parler, et fondamentalement, ça se voit dans leur approche concrète. C'est plus eux qui ont tendance à venir en appui aux professeurs qui galèrent un peu avec l'outil numérique que l'inverse. Maintenant, ça c'est une réalité. Il y a aussi l'autre réalité qui est que certains professeurs, et je pense notamment à Angelica Krastigna qui avait monté un laboratoire au sein de l'Université des sciences appliquées Laponie justement pour développer ça à l'époque et qui le tient toujours d'ailleurs. Certains professeurs s'investissent encore plus que d'autres et évidemment essayent de développer de l'innovation numérique. C'est ainsi qu'on a vu assez tôt, dès 2016-2017, comme je vous disais, donc ces séminaires hybrides. En 2018, l'inclusion de la réalité virtuelle
dans certaines salles de classe. Donc, typiquement, l'idée de la réalité virtuelle ici, c'est par exemple pas de parler devant ma caméra d'ordinateur là, et puis vous voyez la vidéo basique de moi devant ma caméra. L'idée de la réalité virtuelle, c'est que les étudiants ont un casque de réalité virtuelle qu'on peut se faire chez soi pour 1 euro avec du carton. Ce n'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin d'en acheter à 400 euros. Et l'idée, c'est tout simplement de filmer le professeur dans une salle spécifique sur fond vert dans l'université, de manière à ce que les étudiants puissent avoir une approche véritablement immersive du cours. Alors vous allez me dire, du coup, c'est compliqué pour la prise de notes. C'est vrai, ça, c'est vrai. Mais au-delà de la question de cette prise de notes, ça permet, là encore, via l'environnement numérique, de pouvoir créer un lien encore plus direct avec les professeurs, et ça permet de repenser même la salle de classe, c'est-à-dire que l'environnement virtuel permet aussi de casser la salle de classe traditionnelle avec le professeur et les étudiants qui sont devant. Alors en Finlande, évidemment, au niveau maternel, primaire et autres, il y a d'autres systèmes évidemment que le système classique du professeur avec les élèves devant. Évidemment, on voit ces salles de classe par pôle, on voit ces salles de classe qui bougent avec les étudiants qui reformulent, les collégiens, même les étudiants en primaire, qui reformulent, qui réagencent leur salle de classe. On le voit bien, ça en Finlande ou en Estonie, effectivement. Là, ici, avec la réalité virtuelle, ça permet de le faire aussi et de le faire encore plus facilement pour des étudiants qui ne sont pas forcément tous sur place à un instant T. L'autre élément qui est important, c'est évidemment le fait que tous les cours peuvent être enregistrés et du coup que les étudiants peuvent avoir accès, réaccès, réaccès aux cours. Et ça aussi, c'est une vraie valeur ajoutée parce que fondamentalement, le cours classique aujourd'hui en amphithéâtre à 800 ou 1000 personnes à Assas ou à Nanterre, c'est tout simplement, vous venez, le cours, il est ce qu'il est, vous prenez vos notes et puis ensuite, quand vous rentrez chez vous, la qualité de votre apprentissage va dépendre de la qualité de votre prise de notes. Là, avec l'enregistrement des cours et l'accès via les environnements numériques de travail, de fait, les étudiants les plus motivés peuvent retourner plusieurs fois sur les cours s'ils le souhaitent. Et les étudiants qui souffrent aussi de handicap, notamment des handicaps auditifs, des handicaps visuels, peuvent là aussi mieux appréhender les cours que ce qui n'était le cas avant. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font que, in fine, est-ce qu'il y a besoin d'une période d'adaptation pour les étudiants avec ce système hybride de cours? Pour les étudiants en primaire ou en collège, peut-être que oui, et peut-être que ça se fait peut-être en Finlande, je ne sais pas. En tout cas, au niveau du lycée ou de l'enseignement supérieur, là, pour le coup, il n'y a plus véritablement besoin d'adaptation. C'est peut-être le prof qui a besoin d'adaptation. Je vois une question de Thomas et une question de Fabienne. Peut-être vous voulez les poser oralement. Allô? Est-ce que vous entendez ou pas? Je vois qu'ils n'ont pas les micros ouverts. Donc, Thomas demandait à partir du replay, vos élèves n'ont donc aucune prise de notes, tout est audio et les examens à distance, point d'interrogation. Alors, tout n'est pas forcément… pardon, je recommence. Les étudiants peuvent tout à fait prendre des notes, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Dans le cadre de la réalité virtuelle où vous avez effectivement votre casque, c'est beaucoup plus compliqué de prendre des notes. Mais pour tous les autres cas hybrides, effectivement, les étudiants ont tout à fait la possibilité de prendre des notes. Les professeurs ont la possibilité aussi de mâcher ce travail-là aussi aux étudiants. Et en fait, on va trouver deux dynamiques assez différentes qui vont émerger, avec d'un côté des professeurs qui vont être très dirigistes vis-à-vis des élèves, et d'autres qui vont au contraire être dans une démarche de responsabilisation accrue. Donc fondamentalement, avec le numérique et ce genre d'outils, ce qui était très intéressant, c'était de voir comment les styles des enseignants ont pu finalement être exacerbés d'un côté ou de l'autre. Et moi, je suis plutôt dans une dynamique, j'essaye d'être un peu au milieu des deux, c'est-à-dire qu'effectivement, dans mes cours, habituellement, il y a beaucoup de slides, de manière à ce que les étudiants puissent finalement se concentrer sur l'échange du cours et être un petit peu déresponsabilisés de la prise de notes en me disant tout simplement que plus ils sont actifs et engagés dans le cours, mieux ils vont apprendre,
plutôt que de prendre mécaniquement des notes et d'essayer de les faire revivre ou de les revaloriser a posteriori. Mais là, encore une fois, il y a des styles d'enseignement, il va y avoir des styles de laboratoire, des styles d'université ou de certaines écoles qui vont se développer plutôt sur l'un ou sur l'autre. Et puis, encore une fois, ça va dépendre aussi des outils qui sont mis en place. Est-ce que c'est juste un Zoom comme ça? Est-ce qu'il y a de la réalité virtuelle? Est-ce que c'est un environnement numérique de travail beaucoup plus développé encore et encore plus interactif? En tout cas, ce qui est certain, c'est que le professeur n'est plus juste un... Le professeur doit justement bâtir si vous voulez, un écosystème, un environnement de travail qui dépasse simplement déclamation. Et on fait les examens à distance aussi. Oui, oui, absolument. Et ça prend encore une fois plein de formes différentes. Allô? En 2014, cette formation qui s'appelait, qui était au sein de l'université de Turku, où on s'est retrouvé dans un centre complètement futuriste. J'arrivais depuis 2011 en Finlande et j'avais enseigné quand même une vingtaine d'années en France. Et là, en 2014, je me suis retrouvée au milieu de plein de gens de différents pays qui arrivaient tous sans le support de la langue finlandaise. Et pendant 2 ans, on avait, alors c'était très modulable parce que c'est fixé à 2 ans, mais à la finlandaise, bien sûr, si on travaille plus vite, puisque c'est l'outil, le support, c'est l'outil informatique, hein, ça aussi, c'est un avantage qu'en France, on n'a pas. Au final, certains ont réduit à 1 an et demi, comme moi, et donc on avait un support, je dirais, alors, d'un système qui s'appelait Moodle, qui était super bien maîtrisé. Je ne le connaissais pas, je n'avais jamais vu ça en France, où il y avait des gens en présentiel, il y avait des gens à distance, et au sein de la Finlande et au sein des autres pays. Et on a, dans un premier temps, échangé toutes nos expériences didactiques, pédagogiques, qu'on avait de nos années d'enseignement. Et on a fini petit à petit par se retrouver à être adapté au système éducatif finlandais avec un support d'apprentissage de la langue finlandaise. Donc, c'était quelque chose qui a été effectivement super intéressant et on se retrouvait mélangé aussi avec les universités. Donc, on avait aussi une partie intégrante dans les différents espaces, que ce soit professionnels comme les écoles Vinnova ou les écoles à caractère universitaire. Et comme vous le dites, le système était fait de telle façon à avoir un mélange d'expériences enrichissant et à la fois formateur. Jamais connu ça en France, même à l'UFM, moi j'ai pas été au niveau où vous êtes où, hein, mais par contre j'ai enseigné à des enseignants finlandais par l'université des maîtres et je me suis toujours retrouvée dans ce système d'avance technologique qui quand même est un support que je pense on ne maîtrise pas suffisamment en France. L'exemple depuis 2020 le prouve, mais de tout temps, il y a eu des installations dans les salles de classe, que ce soit à l'université ou dans les petites classes, des tableaux numériques, des grosses choses qu'on n'a jamais appris à manipuler finalement assez, en fait. Et je pense que c'est le gros manque. Ça, et puis, en mon sens, et je terminerai là-dessus, l'inversion de la pyramide, c'est-à-dire que si on regarde une pyramide et qu'on prend la base de la pyramide, en Finlande, tous les enfants au petit âge, dans les toutes petites classes, sont dans cette base, brassés, non regardés les uns par rapport aux autres. Et plus on monte au sein de la pédagogie, plus on va se retrouver vers la base de la pyramide tout en haut. Alors qu'en France, c'est complètement l'inverse. Les enseignants en petite classe se ciblent chaque enfant sur un enfant en regardant qu'est-ce qu'il va faire comme activité, qu'est-ce qu'il va avoir comme compétences à exiger. Et on va monter petit à petit et s'élargir vers une base beaucoup plus large, en fait, où chacun brassera en fonction de ses connaissances les différentes formations qu'il trouvera, ainsi de suite. On est complètement inversé et je pense que effectivement, quand vous dites qu'il y a des choses à faire en France, oui, mais alors on va être obligé de tout basculer. Enfin,
on va tout renverser. J'aimerais bien, j'aimerais bien discuter de ça avec vous, quoi. Ah merci beaucoup, Fabienne, pour votre retour. Alors, effectivement, nous aussi, on utilisait Moodle. On utilisait Moodle aussi. Donc, et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait Moodle d'un côté pour l'environnement numérique de travail et on avait d'autres logiciels à côté pour justement gérer l'aspect visio, etc. Et on en a essayé plein. On en a essayé plein, tout simplement parce qu'à l'époque, c'était une industrie qui était relativement balbutiante. Zoom n'existait pas. Microsoft Teams n'existait pas non plus. Et il y avait plein de petites startups qui émergeaient en Finlande ou ailleurs, qui offraient des solutions, etc. Donc, on a essayé, je ne sais pas, 4 ou 5 au moins des logiciels d'échange, de visio, d'intégration avec les élèves, etc. Donc, du coup, au bout d'un moment, on s'est stabilisé sur une solution faite par Adobe. Et c'est cette solution-là que j'avais amenée à l'ILERI ensuite en France, parce que tout simplement, ça marchait. Donc, aujourd'hui, à l'ILERI, depuis 2017, on a cette solution Moodle plus Adobe Connect, qui est du coup directement tirée de l'expérience Rovaniemi. Et là-dessus, je partage beaucoup de choses que vous avez dites, effectivement. Et ce qui était très intéressant, là aussi, c'était que, à la différence de vous, quand je suis arrivé à Rovaniemi, c'est la première fois que j'enseignais réellement. C'était eux qui m'ont vraiment proposé de transformer ce que je faisais dans le privé avec les animations d'ateliers, etc., en cours à proprement parler pour des étudiants. Donc, c'était ma primo-expérience et je n'ai jamais rien connu d'autre. Donc, pour moi, si vous voulez, au départ, l'enseignement, c'était ça. Et c'est quand je suis rentré en France, à partir donc de 2017-2018, que je me suis rendu compte que, en fait, les Finlandais sont très, très, très loin devant, sont très, très évolués. Je ne m'attendais pas à ça. Et évidemment, depuis 2017-2018, même si je ne suis pas pédagogue, spécialiste de sciences de l'éducation ou autre, absolument pas, effectivement, c'est vraiment très intéressant de voir comment en France, beaucoup d'outils ont commencé à émerger, de voir comment certaines académies essayent de se positionner en essayant d'introduire de l'innovation. Certaines écoles, comme je vous disais, de commerce ou des Sciences Po essayent là aussi d'introduire l'innovation. Donc, fondamentalement, il y a un train en marche, il y a un mouvement qui existe. Et le véritable sujet, c'est que le bac 2021, qui a beaucoup été décrié en France, se voulait être dans une dynamique similaire à celle-là. Malheureusement, je ne sais pas si ça va être aussi efficace que ce qui avait été imaginé par les penseurs du ministère au départ, mais fondamentalement, aujourd'hui, dans les ESPE, donc le nouveau nom des IUFM, il y a peut-être effectivement quelque chose à apporter en termes de formation numérique. Certains le font déjà, évidemment, il ne faut pas penser qu'en France, rien ne se fait. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi les lycées français à l'étranger qui sont eux-mêmes qui baignent dans ces écosystèmes innovants et qui développent des choses très particulières. Je pense évidemment au lycée français de Los Angeles et de San Francisco, par exemple, qui d'ailleurs, il n'y a pas que des lycées, il y a aussi des écoles primaires, évidemment, à des niveaux inférieurs, qui testent des choses nouvelles. Et là aussi, qu'il faut être capable d'identifier, de rassembler. Ça peut être un sujet pour l'AFE. Ça peut être un groupe de travail au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger, par exemple, à développer spécifiquement cette question de comment l'international peut permettre de nourrir les développements nouveaux par rapport à l'éducation en France. Ça peut être évidemment dans le cadre de travail parlementaire, ça peut être via les ambassades aussi, via les instituts français, les alliances françaises qui elles-mêmes cherchent à innover aussi, notamment dans certains territoires. Je pense ici à des alliances françaises en Asie du Sud-Est ou en Afrique. Ça sort de votre circonscription, mais où il y a aussi des innovations qui sont menées parce que tout simplement, elles essayent de là aussi couvrir des terrains de plus en plus grands d'un point de vue purement géographique. Bref, donc là aussi, la question que je voudrais poser quelque part aux candidats, c'est comment on pourrait effectivement, selon vous, essayer de rassembler toutes ces informations-là, rassembler, identifier ces bonnes pratiques et contribuer à cette dynamique de courroie de transmission vers la France. Voilà ce qu'on pourrait imaginer autour de ça. Et Fabienne, avec grand plaisir, poursuivons la discussion par ailleurs. Merci. Notre objectif à l'Alliance solidaire des Français de l'étranger ici pour Alice Finlande, pour faire écho à ce que vous venez de dire, au cours du mandat, qui sera assez long, c'est de donner une vision exhaustive, en tout cas précise du système d'éducation finlandais, parce qu'on pense que c'est un sujet clé pour les familles, et de le comparer à la France, de porter les sujets au sein des différentes assemblées,
de faire des conférences éventuellement et de voir, avec notre faible influence, dans quelle mesure on peut être une force de proposition ou d'information pour les familles et également vis-à-vis des autorités pour faire progresser l'expérience des Français en Finlande, également informer peut-être aussi également en France des bonnes pratiques, puisque finalement le système finlandais est extrêmement réputé. Peut-être que des personnes ici souhaitent poser une question ou témoigner, peut-être s'il y a des parents de leur expérience finlandaise. Si quelqu'un veut prendre la parole, surtout qu'il n'hésite pas. Hein. Voilà. Les gens sont assez timides. J'y retourne là, en tant que parent. Allez-y, Fabienne, hein, super. Alors donc moi j'ai 2 enfants, un qui fait, on va dire, des études plus professionnelles, puisque même si à terme il va avoir 23 ans là, hein, donc il s'aventure vers, on va dire, de l'architecture à long terme, mais dans un premier temps il fait des études dans un système pour la construction là. Bon. Alors effectivement, il manipule les outils informatiques et l'alternance entre les entreprises où il fait des petits essais, où il participe à des projets ou des choses comme ça, et puis le système éducatif. Donc très, très souple, beaucoup de souplesse, beaucoup de retour vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis de l'adolescent, de l'étudiant. Un système où il n'y a pas de, je dirais, de regard sur on est sur une filiale professionnelle ou sur une filiale, voilà. Hein. Et puis un pont permanent entre ces 2 systèmes aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le monde du professionnel ou dans le monde, voilà. On est en systématique alternance entre les deux si on veut. Il y a même un suivi entre les jeunes qui souvent quittent après le lycée, hein, tel ou tel système. Il y a même un retour possible en permanence sur des UV, on va dire, sur des saisons courtes, sur des bons. Donc, et puis, l'autre enfant, elle suit un système, ce qu'on pourrait appeler de la musique-études, hein, donc appliqué à un conservatoire, avec là aussi, très tôt, très jeune, un système de reconnaissance par rapport à l'enfant vis-à-vis d'éventuels projets d'avenir, puisque avant même l'âge d'entrée, ce que nous on appellerait le collège, hein, elle termine cette année son cycle de primaire, mais qui est équivalent à la fin de la 5e en France, elle a déjà produit un CV qui va la suivre avec des données qualifiantes qui pourraient, si elle fait des études de musique à long terme, la suivre à long terme. C'est quelque chose d'absolument fantastique, je trouve, pour un enfant. On peut valoriser nos enfants comme ça aussi en France, on pourrait le faire, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais rencontré ailleurs. Je connais un petit peu le système allemand, je connais un petit peu d'autres systèmes, en fait, jamais vu ça ailleurs. Donc, oui, très admiratif du système finlandais en tant que maman. Et moi, très admiratif aussi du système finlandais pour aller dans votre sens complètement sur la question de la porosité, là aussi, entre le système dit professionnel polytechnique et le système ou sciences appliquées et le système classique. Typiquement, entre les 2 universités à Rovaniemi, il y a clairement des passerelles absolument partout, dans tous les sens, aussi bien pour que les étudiants qui ont plus un cursus théorique puissent venir se former au moins à la marge sur des questions professionnelles et vice-versa. Je prends ici un exemple clé, le secteur du tourisme. Dans le secteur du tourisme, il y a 2 laboratoires, un dans chacune des universités. Celui qui va être dans l'université de Rovaniemi va se focaliser sur la question de l'écologie du tourisme, va se focaliser sur le droit autour du tourisme, sur la question des conflits d'usage, etc., etc. Et de l'autre côté Université des sciences appliquées, c'est tout simplement, mais comment fait-on pour monter un programme touristique ? Comment monter une boîte sur le tourisme, comment on monte un hôtel, comment on gère un hôtel, comment on monte une cabane du Père Noël, bref, ce que vous voulez, qui soit ancré, encore une fois, dans l'écosystème local. Et là, les passerelles, les doubles laboratoires aussi, les doubles initiatives, pardon, sont assez légion. Et ça permet effectivement, encore une fois, de briser cette barrière entre ce qui est l'université classique et ce qui est le programme professionnel. Donc ça, fondamentalement, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut tout à fait réfléchir et travailler par rapport à la France pour une raison assez simple, c'est que là encore, même s'il existe quelques passerelles entre
des BTS et de l'enseignement système LMD, donc licence, master, doctorat plus classique, là aussi, il y a évidemment des problèmes de passerelle par rapport à des questions de quotas, par rapport à des idées reçues, par rapport au fait que sur 2 ans de BTS, on ne va évidemment pas avoir la même formation que 2 ans de prépa, par exemple, mais sur une dynamique, par exemple, d'une école de commerce, peut-être qu'un étudiant de BTS qui a fait 2 années de BTS commerce va être mieux formé concrètement pour, in fine, manager et gérer des business qu'un étudiant qui a fait une prépa. Bref, toutes ces questions-là, effectivement, elles nécessiteraient peut-être, je ne sais pas s'il faut nécessiter un coup de pied dans la fourmilière, mais en tout cas, nécessiteraient un certain nombre d'apports des Français de l'étranger pour montrer ce qui marche chez eux quand ça marche. Et là, pour le coup, que ce soit en Finlande ou en Estonie, on a plein d'exemples pour montrer que ça marche. Et si j'ajoute la dimension circularité, écologie aussi là-dedans, là pour le coup en Finlande, on va retrouver encore une fois des formations où la question de la circularité, la question de la prise en compte du design thinking va être particulièrement importante, quels que soient les cursus, qu'on soit sur des cursus dits polytechniques, professionnels ou des cursus traditionnels théoriques. Et là encore une fois, ça permettra à la Finlande très certainement d'aller plus vite vers ses objectifs de neutralité carbone et d'économie circulaire que d'autres pays où on sépare encore ces approches-là entre ce qui peut relever du théorique et ce qui peut relever de l'ingénierie ou ce qui peut relever du commerce ou encore ce qui peut relever de l'opérationnel. Est-ce que je peux jouer la mauvaise élève? Est-ce que tu me le permets? Étant donné que je suis très investie dans la chambre de commerce franco-finlandaise, ma question c'est, est-ce que tu peux nous démontrer que le système finlandais, certes, il a l'air d'être très efficace au niveau de l'éducation, mais est-ce qu'on vraiment on peut mesurer quel impact ça a au niveau du placement des étudiants dans le monde professionnel? Est-ce qu'on peut se mesurer? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a des indicateurs? Je suis certain qu'il y a des indicateurs. Là, on est hors de mon domaine d'expérience, de mon domaine d'expertise. Mais pour le coup, je vous propose de mener cette discussion avec des spécialistes des sciences de l'éducation qui, eux, pour le coup, ont comme job de justement bâtir ces indicateurs ou alors faire des analyses comparées. Voilà. Désolé de botter en touche, mais je respecte trop l'expertise des scientifiques, là en l'occurrence des sciences de l'éducation, pour essayer de marcher sur leur plate-bande. Alors, j'ai bien l'impression que la campagne va être trop courte parce qu'on va manquer de sujets, parce qu'à chaque fois qu'on termine le webinaire, on est à court de temps et à court de réponses. Donc, une prochaine idée pour notre prochain webinaire, mais je crois que tu vas nous entretenir d'un autre sujet la semaine prochaine, donc je ne vais pas surcharger ton assiette, comme on dit en anglais. Je te laisse sur tes domaines d'expertise. Merci, mais surtout, je vous invite à vous rapprocher de l'ambassade de France parce que pour le coup, les chargés de coopération scientifique, universitaire et éducatif sont souvent pas forcément des diplomates de carrière, mais d'anciens professeurs, d'anciens chercheurs et du coup connaissent ces choses-là encore mieux que évidemment des diplomates de carrière. Donc, pour le coup, en Finlande, il y en avait un, je ne sais pas s'il est encore en poste ou pas, mais peut-être que vous pourrez aller le toper. En Norvège, c'est pareil. Et dans plein d'autres pays, on a donc ces chargés de coopération au sein des instituts français ou directement dans les ambassades qui sont tout à fait armés justement pour essayer de faire ces rôles d'identification de bonnes pratiques et d'essayer de les ramener vers la France en partenariat avec des chambres de commerce ou en partenariat avec des professeurs, des enseignants. Marie-Noëlle, tu voulais intervenir ou... Oui, éventuellement. Merci. Vas-y. Donc, j'ai 4 enfants, dont un est resté en France, donc il a 25 ans et qui a fait toutes ses études pratiquement en France. Il est venu une année à 16 ans, en fait, en Finlande, mais il n'a pas aimé le climat, il est reparti. Mais j'ai pu comparer les deux systèmes, donc français et finlandais. Et je suis vraiment enchantée du système finlandais qui a permis, par exemple, à mon fils de 9 ans, de 8 ans à l'époque, puisque ça fait un an, de se diriger dès l'équivalent du CE1 en France vers une classe scientifique et mathématique.
Donc, en France, j'ai l'impression qu'on dirigeait, enfin, c'est ce qui s'est passé avec mes autres enfants, qu'on les dirigeait plutôt, il fallait qu'ils rentrent dans un moule. Ils rentraient, c'était très bien, ils ne rentraient pas, ils étaient à côté de l'éducation, enfin, ils étaient un peu mis de côté. Tandis qu'en Finlande, non, on leur donne toutes leurs chances. Cet enfant aime les mathématiques et la science et n'aime pas forcément, même s'il n'est pas mauvais en fait en langue, mais on les dirige. Donc, à 8 ans, il a passé un concours où même certains élèves étaient prêts à rétrograder, à passer du grade de 4e en 3e, en fait, pour intégrer cette classe-là spéciale, qui leur donnait la possibilité, en fait, d'apprendre la science, les sciences et les mathématiques des petits. Et donc, je trouve que comme ça, l'enfant, on lui donne toutes ses chances, en fait, de réussir, au lieu d'être mis de côté. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment apprécié en Finlande. Du coup, c'est exactement la logique qui est derrière la réforme Blanquer du système éducatif. Alors évidemment, elle a été surtout déployée au niveau du lycée, puisque le but, c'était donc ce fameux bac 2021, avec un bac qui n'est plus organisé en filière, mais qui est organisé en option. Donc là, on se rapproche évidemment du modèle finlandais et on va tutoyer aussi certains modèles britanniques ou américains de bac à option. Mais fondamentalement, pour ce qui est de l'avant-lycée, la question reste ouverte. Et pour le coup, il y a autre chose qui a été développée en 2019 avec, encore une fois, la réforme Blanquer. C'est la facilité de créer des écoles privées à des niveaux de type maternel ou des niveaux de type primaire. Et pour le coup, on peut imaginer, et là, encore une fois, je ne veux pas aller en dehors de mon domaine d'expertise, donc je vais me contenter de dire on peut imaginer que cette réforme va peut-être inciter beaucoup de gens qui sont insatisfaits du modèle éducatif français classique, effectivement, de la structuration par filière, de monter des écoles privées sous contrat ou hors contrat qui soient un petit peu plus innovantes sur ces dynamiques que vous avez décrites, Marie-Noëlle. Donc, je ne sais pas à quel degré cette réforme Blanquer pourra nous amener vers ça. Je vois aussi toutes les controverses et j'ai beaucoup d'amis qui enseignent évidemment à ces niveaux-là, qui eux sont absolument contre cette réforme-là, en disant que non, ce qui compte, c'est que les gamins au primaire ou au collège aient un tronc commun pour avoir des connaissances communes avant de se spécialiser. Donc, il y a effectivement des débats. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre non plus. La Finlande ou l'Estonie montrent très bien que l'un n'empêche pas l'autre, ou la Norvège aussi d'ailleurs, montrent très bien que l'un n'empêche pas l'autre, ou l'Islande. Maintenant, de fait, c'est sans doute un des débats qu'il y aura par rapport à la présidentielle de 2022 sur la question éducative, puisqu'effectivement, certains sont très mobilisés justement pour essayer d'en faire un vrai sujet de la présidentielle qui arrive. Donc, a priori, les dynamiques éducatives, si en plus on peut en parler avec un œil d'expat, de fait, ça permettra de toucher un public beaucoup plus large et assez vite avec la campagne qui arrive l'année prochaine. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme cette intervention avec vous aujourd'hui, parce que fondamentalement, je considère, ayant été expat longtemps et ayant créé un think tank pour les expatriés, par les expatriés, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, think tank qui n'existe plus aujourd'hui, mais ce n'est pas le problème, que c'était finalement au niveau des expatriés eux-mêmes qu'un certain nombre de solutions pourraient venir. Et fondamentalement, je pense que la discussion d'aujourd'hui le prouve tout à fait et que plus généralement, la dynamique de la SFE ou d'autres initiatives chez les expats le montrent tout à fait. On a tout à fait la possibilité, par notre expérience les uns et les autres dans les différents pays, et certains dans des pays plus innovants peut-être que d'autres, de trouver des solutions qui pourraient être applicables chez nous en retour. Donc, je ne peux que vous inciter à continuer ce travail. Voilà, merci beaucoup Mika. On va peut-être prendre une ou deux questions et je pense qu'on aura fait le tour pour aujourd'hui. Sur le chat, je vois les études supérieures sont-elles renommées à l'international? Mon fils valide sa dernière année au lycée. Nous hésitons à la poursuite de ses études, à le faire rester ici ou à lui faire intégrer une prépa. Pourra-t-il revenir en Finlande? Son diplôme et ses années, je suppose, à l'extérieur seront-elles reconnues? Est-ce que vous
la comparaison sur la valeur des diplômes finlandais, français à l'international. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot là-dessus dans les études Ce supérieures? qui est absolument certain, c'est que dans les études supérieures, vous avez donc à l'échelle européenne tout simplement le système LMD et qui organise les différentes structures, les différentes maquettes de formation dans le supérieur sur la base de ce qu'on appelle des ECTS, donc des crédits tout simplement de cours. Et ces crédits, ils sont transférables à l'échelle européenne sans aucune difficulté. Donc fondamentalement, si votre fils ou votre fille part faire ses études, admettons, en Italie, au Luxembourg, en France ou ailleurs, de fait, il ou elle sera soumis à ce système de CTS et pourra tout à fait retransférer ses crédits pour revenir en Finlande après 1 an, 2 ans ou 3 ans, si par exemple, il ou elle n'aime pas le climat du Portugal et préfère le froid et revenir en Finlande. Ça, c'est un premier exemple concret. Le deuxième exemple, évidemment, le deuxième sujet, pardon, c'est évidemment que les diplômes finlandais sont très bien reconnus à l'international et évidemment jouissent véritablement de cette image de pays avant-gardistes et innovants sur les questions éducatives. Et ça me permet de faire un lien d'ailleurs avec un commentaire qui est passé aussi dans le chat qui disait mon fils étudiant à l'université trouve que l'approche est très scientifique en Finlande, même pour des sujets de sciences humaines. Oui, absolument, parce que dans le système finlandais, quel que soit votre domaine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en termes de porosité positive, l'idée, c'est que même si vous décidez de vous spécialiser sur tel ou tel sujet, on vous donne quand même les moyens de pouvoir appréhender ce sujet par des angles différents. Et pour le coup, ce n'est pas parce que vous faites des sciences humaines que, contrairement par exemple à certains programmes littéraires français, on va vous exonérer d'avoir une démarche ou d'apprendre en tout cas la démarche scientifique parce qu'elle vous servira. Là, vous allez l'appliquer dans un cadre, admettons, littéraire, mais vous pouvez tout à fait vous servir de cette démarche scientifique dans d'autres cadres si vous cherchez à vous réorienter, si vous cherchez à tout simplement faire des ponts avec d'autres disciplines, à faire du transdisciplinaire ou de l'interdisciplinaire, etc. Donc, fondamentalement, le système finlandais au niveau de l'enseignement supérieur, il est aussi beaucoup porté sur cette dimension de la transdisciplinarité ou de l'interdisciplinarité. Et ça, c'est aussi une dynamique qui émerge de plus en plus en France. Et du coup, d'ailleurs, j'en profite, la chaire Outre-mer que nous venons de créer à Sciences Po se veut justement traiter de ce sujet, les Outre-mer, sur une logique interdisciplinaire et transdisciplinaire, justement en prenant ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu dans d'autres pays du monde bien avancés sur le sujet, on voit que effectivement, si on veut traiter de nouveaux sujets ou traiter de sujets qui sont sujets à polémique, à controverse ou qui sont très centralisés sur quelques aspects, comme par exemple le sujet des Outre-mer qui va être très centralisé, par exemple, juste pour se contenter de cet exemple-là, sur le sujet mémoriel, sur le sujet du décolonialisme et autres, si on veut arriver à décentrer certaines focales pour pouvoir traiter les sujets avec un œil neuf, eh bien de fait, il faut convoquer de l'interdisciplinaire ou du transdisciplinaire. Et ça, pour le coup, c'est aussi un des apports, je dois le dire à titre personnel, de la Finlande, sans aucun doute. Et fort bien, merci beaucoup Mika. Une dernière petite réflexion là sur le chat. En Estonie, nous avons aussi une grande autonomie et un excellent niveau d'éducation basé sur la technologie et les établissements sont très autonomes, tant dans les programmes que dans les évaluations. Nous sommes juste classés, je suppose, juste après l'Angleterre et la Finlande et très axés à l'international avec les tests internationaux, TALIS et je n'ai pas lu l'autre, et TIAC. Donc, visiblement, après la Finlande, l'Estonie dans la roue pour également proposer un système très avant-gardiste et très moderne. Voilà, je pense que si les spectateurs n'ont pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là. Je voudrais remercier chaleureusement Mika pour sa participation aujourd'hui. C'était très, très intéressant. Et nous le retrouvons à nouveau très prochainement sur un autre sujet, sur l'hydrogène, sur les sujets écologiques, auxquels je vous invite à participer nombreux. Ce sera une conférence pour l'ensemble des listes de la SFE. Voilà. À moins que quelques...
Évidemment, la numéro 2 a toujours quelque chose à ajouter, mais c'est en complément de ce que tu viens de dire. C'est que nous restons évidemment, bien évidemment à votre service. Les permanences téléphoniques sont ouvertes, donc vous pouvez nous appeler sur les créneaux que nous avons ouverts à votre service. Si vos questions n'ont pas eu l'occasion d'être répondues, nous ferons un plaisir d'aller chercher les informations avec l'aide de notre backup à la SFE et avec l'aide de Mika, si j'arrive à le monopoliser encore pendant quelques minutes. Mais en tous les cas, nous sommes très heureux d'avoir eu autant de participants et nous espérons pouvoir vous renseigner plus avant dans le futur en devenant vos futurs conseillers. La prochaine conférence, c'est mardi prochain à 17h30, hydrogène, emploi vert et nouveaux modèles économiques locaux. Venez nombreux. Mika, merci beaucoup. Et puis, bonne journée, bonne fin de journée à tous. Voilà. Merci à vous tous, Kitos, et à très vite. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.